Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Plus de français et plus de mathématiques à l'école primaire. Xavier Darcos a présenté les nouveaux programmes qui font aussi une place aux principes de la morale et aux symboles de la République, drapeau, devise et marseillaise. Michel Alliot-Marie dénonce une tentative d'assassinat à Ajaccio après le mitraillage du palais de justice à hauteur d'homme la nuit dernière. Un CRS fait figure de miraculé. La balle s'est fichée dans son portefeuille. 50 à 120 € net par mois, c'est ce qu'auraient gagné les salariés des 520 000 entreprises qui ont profité du dispositif des heures supplémentaires défiscalisées. En revanche, le volume d'heures de travail n'aurait pas bougé. Politique, Jean Sarkozy franchit le pas. À 21 ans, le fils cadet du président de la République annonce qu'il sera le candidat de la majorité aux élections cantonales à Neuilly-Sud les 9 et 16 mars prochains. Aux États-Unis, Barack Obama, toujours porté par la victoire, il l'emporte dans le Wisconsin et à Hawaï. Hillary Clinton est au pied du mur. Enfin, un décret pour mieux encadrer la vogue du piercing. Il est interdit aux mineurs sans consentement écrit des parents et les règles d'hygiène sont redéfinies. La présentation était attendue. Le ministre de l'Éducation, Xavier Darcos, a donc dévoilé dans le détail les programmes que chaque élève apprendra à l'école primaire dès la prochaine rentrée. L'idée est celle d'un retour aux fondamentaux, le français, le calcul. Il confirme aussi que la classe sera supprimée pour tout le monde le samedi matin. Jean-François Firet, Franck Brisset. Lire, écrire, compter. Chaque année, 100 000 élèves, soit 15% d'entre eux, quittent l'école primaire sans maîtriser les bases de l'enseignement. Xavier Darcos ambitionne de diviser ce chiffre par 3 en 5 ans. Sa recette, le retour aux fondamentaux. Il y en a deux, le français et les mathématiques. Ce n'est pas la peine de mettre des disciplines diverses si vous ne maîtrisez pas la langue, écrite et orale. Vous ne maîtriserez pas non plus les autres disciplines. Ce n'est pas la peine d'essayer de faire au collège de la physique ou des sciences exactes si vous ne maîtrisez pas le calcul élémentaire. Le ministre confirme aussi la fin de l'école le samedi matin. Conséquence, les élèves n'auront plus 26 mais 24 heures de cours par semaine. Ajoutez à cela un peu plus de sport et de nouvelles matières. Pour les syndicats, on va droit dans le mur. La rentrée prochaine, on va avoir 2 heures de cours en moins par semaine et il faudrait faire 1 heure de sport en plus, il faudrait faire l'histoire de l'art en plus, il faudrait faire davantage de français. Je crois que c'est les programmes le projet que propose le ministre est infaisable. Bonjour. En revanche, aucune obligation sur la manière d'enseigner. Les instituteurs auront libre choix de leur méthode de travail. Seuls compteront les résultats. D'ailleurs, ils seront évalués une fois tous les 2 ans. Reste l'instruction civique et morale. De Marianne à la Marseillaise, les enfants ne devront rien ignorer des symboles de la République française, à commencer par les 3 couleurs du drapeau, bleu, blanc, rouge, comme chacun sait ou devrait savoir. Oui, la précédente refonte des programmes datait de 2002. Alors on s'arrête un instant sur la place accordée, on l'entendait il y a un instant, à l'instruction civique et morale. Le respect, par exemple, sera enseigné à travers des maximes, de même que les symboles républicains, donc drapeau, devise ou hymne national, et ce, dès le CP et le CE1. Voyons ce qui va changer exactement et quel est aujourd'hui l'état des savoirs. Aurélia Brault, Éric Delagneau. Le standard blanc s'est levé. Approchez-vous. L'hymne national. Pas toujours juste, pas toujours en entier. Pourtant, depuis 2005, à l'école primaire, tous les élèves doivent l'apprendre, c'est une obligation. Autre symbole, le drapeau. Bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Mais ça se complique un peu quand on parle de Marianne. Le timbre de la France, là, le truc rouge. C'était la reine de... Ah non. Autant de symboles républicains que les élèves associent souvent à une seule chose. Est-ce que vous savez à quelle occasion on chante la Marseillaise? C'est quand on fait le foot et que la France a gagné. Les cours d'instruction civique censés resituer tous ces symboles figurent depuis toujours au programme. Ils devront être plus importants. Nouveauté, le retour aux cours de morale. Une méthode à l'ancienne, mais sur le fond, rien d'inédit. Les règles de morale, on le fait au quotidien. C'est apprendre à un enfant à dire merci lorsqu'on lui donne un stylo, à dire s'il te plaît lorsqu'il nous demande de lui faire un lacet, par exemple. Du côté des parents, on est d'accord sur le fond, même si on a quelques réserves. Je trouve qu'il y a un besoin, moi je suis pour, tout ça bien, ça dépend comment c'est fait évidemment, si c'est pas trop rétrograde. Rétrograde ou pas, les enseignants donneront leur avis dans les mois qui viennent pour une application du nouveau programme dès la rentrée prochaine.
Mais justement, cette idée ne fait pas l'unanimité. Ségolène Royal, par exemple, critique, je cite, un retour aux vieilles recettes. Elle souhaite, je cite encore, une école qui innove. Controverse aussi dans le milieu socio-éducatif. Voici les arguments des uns et des autres. École à l'ancienne, le débat avec Mallory Aounou et Gabriel Camilla. Dans les années 50, on commençait encore la classe par la traditionnelle devise du jour. La leçon de morale, de retour dans les programmes dans le cadre de l'instruction civique, doit-elle être une priorité de l'école? Les spécialistes de l'éducation sont partagés. Nous, on a toujours prétendu que c'est là que se forment les citoyens. Alors le problème, c'est quel type de citoyen on veut former. Et là, je dois avouer que le drapeau tricolore, la Marseillaise, ça me fait un peu rigoler. D'une façon ou d'une autre qu'il faille le faire, oui, c'est l'évidence. Est-ce qu'il faut l'afficher de la façon dont on l'affiche aujourd'hui, y compris avec un petit côté, on affirme l'idée de nation extrêmement fortement, à un moment où l'identité nationale est un sujet qui est débattu, qui n'est pas si bien vécu que cela en France? Ça, c'est un vrai choix politique, mais c'est un choix que les Français ont fait il y a quelques mois. Autre choix, revenir au basique, mettre de côté l'accessoire. Récitation, rédaction, mais aussi calcul mental, règle de 3, des termes en noir et blanc qui assurément clarifient les programmes. Mais ce retour en arrière est-il la solution à l'échec scolaire? Depuis 20 ans, on dit qu'il faut en revenir aux fondamentaux. Chevènement l'avait déjà dit, etc. Attendez, on fait que ça, et si l'école va mal, c'est bien parce qu'on ne fait que ça, qu'on n'a pas inventé des choses nouvelles, dont l'une des plus importantes, comment faire aimer l'école. Vous savez, le problème, c'est que souvent, on arrive à dire ce qui ne fonctionne pas très bien, on a du mal à savoir ce qui marche. Moi, j'allais dire, ces nouveaux programmes, ce retour aux fondamentaux, au pire, ça ne marchera pas plus mal qu'avant. Eux s'accordent sur un point, pour relever les défis d'aujourd'hui, on ne peut idéaliser l'école d'hier. Si certaines méthodes ont fait leurs preuves, elles n'ont pas mené tout le monde au certificat d'études, loin de là. Deuxième titre de l'actualité, le mitraillage la nuit dernière du palais de justice d'Ajaccio. Une vingtaine d'impacts de balles ont été relevés. L'émotion et l'indignation sont très vives là-bas, car si la volonté de tuer n'était pas avérée, les tirs étaient à hauteur d'homme. Un policier directement atteint a eu beaucoup de chance. La balle s'est fichée dans son portefeuille. Zindine Boudaoud. Les traces du mitraillage sont encore bien visibles sur les préfabriqués qui abritent provisoirement le tribunal d'Ajaccio. Une quinzaine d'impacts sur les murs et les vitres du palais de justice. Une balle perdue a même traversé un appartement à plusieurs centaines de mètres du tribunal. L'arme est de gros calibre, probablement un pistolet mitrailleur. Le ou les auteurs des coups de feu ont pris la fuite. Ils étaient à bord d'une voiture volée retrouvée incendiée. 3 CRS en faction devant le tribunal ont échappé au tir en se jetant au sol. L'un d'eux s'est aperçu seulement ce matin qu'il avait été touché sans être blessé. Il a retrouvé un projectile fiché dans son portefeuille. Son gilet pare-balles l'a sauvé. Je considère pour ma part qu'il y avait intention de tuer dans ce geste, dans la mesure où les impacts se trouvent concentrés au rez-de-chaussée du bâtiment, véritablement à hauteur d'homme. Et en plus, ces tirs visaient le seul endroit éclairé du tribunal, là précisément où se trouve le poste de garde des CRS. La ministre de l'Intérieur n'a pas de doute sur le mobile des tireurs. Il s'agit là d'une tentative d'assassinat. On ne peut pas parler d'autre chose. C'est absolument scandaleux, c'est révoltant, c'est complètement stupide en plus. Acte d'intimidation ou représailles, les enquêteurs s'interrogent. En janvier dernier, à Ajaccio, plusieurs nationalistes avaient été condamnés pour l'incendie de l'Assemblée territoriale. Des heurts avaient alors éclaté entre nationalistes et forces de l'ordre. Les deux événements pourraient être liés. En bref, les suites de l'opération de police menée à Villiers-le-Bel. Dernier point judiciaire, 6 personnes ont été mises en examen suite aux violences du mois de novembre pour l'incendie de la bibliothèque, d'une école et de la voiture d'un commissaire. Une autre personne pour les coups portés contre ce même commissaire. 16 autres des personnes interpellées sont par ailleurs toujours en garde à vue. Des images signées Patrick Desmully. L'économie avec un nouveau bilan pour les heures supplémentaires défiscalisées mises en place le 1er octobre. C'est l'application du fameux slogan « Travailler plus pour gagner plus ». Eh bien, il apparaît que ceux qui faisaient déjà des extras sont effectivement mieux rémunérés. En revanche, le volume global d'heures travaillées n'aurait pas augmenté. Yves Ginca, Catherine Juste. Une entreprise en pleine croissance. La Belle École, bonjour. À tel point que le chiffre d'affaires a doublé l'an dernier.
Au mois de décembre, pour répondre à l'afflux des commandes, les salariés ont même fait une trentaine d'heures supplémentaires chacun, des heures défiscalisées, comme le veut le nouveau dispositif, et qui ont rapporté 600 € supplémentaires à cette jeune femme. Je ne vais pas payer d'impôts dessus, il n'y a pas de charge sociale. C'est du travail payé, c'est une reconnaissance des efforts qu'on a fournis pendant le mois complet. Pour moi, c'était très intéressant. Pour la directrice, en revanche, la réduction de charges patronales est minime. Ce qui l'intéresse, c'est la motivation des salariés. Comme la société se soucie du bien-être et de l'intérêt au travail pour les salariés qui passe aussi par la rémunération et le pouvoir d'achat qu'ils gagnent, c'est vrai que c'était intéressant pour nous. D'après le ministère de l'économie, en 3 mois, le nouveau dispositif a séduit 500 000 entreprises. Pour Christine Lagarde, c'est le début d'un succès. Ça monte et ça veut dire que des millions de salariés bénéficient de la mesure et ont donc des heures supplémentaires qui sont mieux rémunérées et qui seront en plus défiscalisées. Mais si les employés qui effectuent des heures sup ont gagné plus, les chefs d'entreprise, eux, n'ont pas offert plus d'heures supplémentaires à leurs salariés. Entre décembre 2006 et décembre dernier, la durée hebdomadaire du travail n'a pas augmenté. Toujours à propos de pouvoir d'achat, les associations de consommateurs épinglent aujourd'hui les grandes surfaces. Relevées à l'appui, elles indiquent que dans de nombreuses régions de France, il n'y a pas de concurrence. Un hypermarché est en situation de quasi-monopole. La grande distribution qui est de plus en plus mise en cause pour ses pratiques, comme le montrait aussi un document diffusé cette semaine par le magazine Complément d'enquête sur notre chaîne. Dossier signé Caroline Thébault avec Agnès Gardet. Des prix qui augmentent pour le 4e mois consécutif dans les grandes surfaces. Plus 2,4% pour l'alimentaire selon une récente étude. Les matières premières flambent, mais pour les associations de consommateurs, le problème est ailleurs. Une mauvaise répartition géographique de la grande distribution. Par exemple, la ville d'Antibes, vous avez au nord d'Antibes une enseigne qui a quasiment toutes les surfaces. Et puis dans l'autre partie d'Antibes, Antibes Sud, une autre enseigne qui est en position dominante. Et comme on sait que dans la pratique, le consommateur ne va pas faire 1 heure de voiture pour aller d'Antibes Sud à Antibes Nord, il reste dans sa zone d'achat. Déconcentration historique. Chaque marque dominant le territoire où il est né. Ainsi, Leclerc et Système U dominent l'Ouest, avec près de la moitié du marché à eux seuls. Dans le Nord, c'est Leclerc et surtout le nordiste Auchan qui raflent la mise. En région parisienne, Carrefour et Auchan arrivent en tête. Pour certains observateurs, la concurrence existe quand même. Chaque hypermarché a un hypermarché en face de lui. En plus de l'hypermarché, il a des supermarchés, il a du hard discounter et il a également des magasins de proximité. Mais attention, beaucoup d'enseignes ne veut pas toujours dire concurrence, car beaucoup de marques appartiennent à la même entreprise. Exemple, dans le groupe Casino, on trouve les magasins Casino, mais aussi Franprix et Leader Price. Le groupe Carrefour, lui, chapeaute sa propre enseigne, plus ED, Champion, Shopee et 8 à 8. Autre entente, la fixation des prix entre concurrents. Exemple dans le monde de la hi-fi. Voici les images tournées par une équipe du magazine Complément d'enquête. Le vendeur avoue consulter un concurrent régulièrement avant de changer ses prix. Et donc tout le monde fait le même prix à la fin. Tous les matins, moi j'arrive le matin, je regarde où sont les prix des chefs d'articles. Au lieu d'aller les voir marqués, moi je les fous directement. Sinon je téléphone au chef du rayon pour lui dire bon, est-ce que tu as augmenté tes prix ou pas? Des pratiques qui ne tendent pas à faire baisser les prix. Les associations de consommateurs demandent donc au gouvernement de faciliter l'implantation de nouvelles enseignes, notamment étrangères, pour faire naître une nouvelle concurrence. Par ailleurs, l'envolée du prix des matières premières n'est pas prête de retomber. Le pétrole a battu un nouveau record cet après-midi à New York à 100,40 $ le baril. À l'instant même, la hausse se poursuit, 100,70 $ le baril. Et dans une conjoncture où les mouvements sociaux se multiplient pour les salaires, l'initiative d'une entreprise des Landes fait grand bruit. Elle propose à ses salariés 1 000 € pour ne pas faire grève. Les syndicats dénoncent une manœuvre, mais beaucoup de salariés y ont été sensibles. Sur place, David Bazier, Bernard Bonnard. GT Logistics verse ce jour une avance permanente de 1 000 € aux sous-signés. En contrepartie, le contrat est explicite. En échange, le salarié s'engage à maintenir en permanence sa prestation, autrement dit à ne pas faire grève. Un courrier reçu pendant les négociations salariales, alors que les employés de GT Logistics sont en débrayage. Des sous pour le droit de se taire,
que j'accepte pas parce qu'on a tous le droit de faire grève et j'accepte pas 1 000 € malgré que tout le monde en aurait besoin. Prestataire de services pour d'autres sociétés, la direction répond qu'elle doit, sur des chantiers sensibles, apporter des garanties à ses clients. Les salariés, je leur ai redit, ont la liberté de se mettre en grève s'ils le souhaitent. Si quelqu'un accepte la prime, mais après se met en grève, vous lui retirez la prime? Alors oui, il y a un processus bien sûr qui est très clair, très clairement exprimé dans le contrat. Donc si le contrat est rompu, il est normal qu'il y ait les conséquences financières. Les syndicats, eux, viennent de saisir l'inspection du travail. Offrir 1 000 € à des personnes qui gagnent entre 1 000 et 1 200 € net par mois, leur dire que si jamais ils sortent demain pour faire un arrêt de travail, ils devront le rembourser. C'est une atteinte au droit de grève, tout simplement, parce que ces personnes-là ne seront plus en mesure de le rembourser. 60% des salariés ont accepté. Les avocats spécialistes que nous avons contactés examinent l'affaire avec prudence, les primes de présentéisme étant généralement licites. Mais pour beaucoup de ces employés, c'est un moyen de pression en plein conflit social. L'actualité politique, c'est désormais officiel. Jean Sarkozy, le fils cadet du chef de l'État, se lance dans la carrière. Âgé de 21 ans seulement, il annonce qu'il se présentera face aux électeurs le mois prochain à Neuilly, non pas pour les élections municipales, mais pour les cantonales. Alix Bouygues et Frédéric Capron. Moi, je vais vous dire quelque chose. Le 9 mars, on a un rendez-vous. Ensemble. Et vous nous faites confiance. Même intonation, même posture que son père et peut-être même parcours. Oubliez les municipales, voilà Jean Sarkozy, le fils cadet du chef de l'État, prêt à briguer un siège au Conseil général des Hauts-de-Seine. À 21 ans seulement, Jean Sarkozy parle déjà comme un pro des médias. Sur cette vidéo datée du 9 février, il semble même prendre ses distances vis-à-vis de son père qui a imposé la tête de liste à Neuilly, à l'époque David Martinon. Quelques mois après, monsieur le maire, qui est aujourd'hui notre président, on vous aime beaucoup. Mais laissez-nous choisir. Est-ce que c'est vrai ou pas? Mais vous imaginez bien que moi je prends une vraie décision, que je prends mes responsabilités, que c'est difficile, que d'une certaine manière j'entre en opposition. Un putsch plus tard, Jean Sarkozy entre à son tour dans l'arène. Mais l'étudiant en droit a aussi voulu faire du théâtre. Il devait même être sur scène en janvier. Un spectacle qu'il a finalement abandonné pour un autre rôle, la politique. À l'UMP, on ne cache pas son embarras et rares sont ceux qui défendent cette candidature. En quoi est-ce qu'un jeune garçon plein de talent, se présentant au suffrage universel, peut être taxé, lui d'ailleurs ou son père, de monarchisme? Au contraire, il va affronter le suffrage universel. Ce soir, jusque dans l'entourage du chef de l'État, certains s'inquiètent que cette candidature n'apparaisse comme le fait du prince et que par ricochet, cela puisse nuire à Nicolas Sarkozy. Toujours à propos des municipales, le Parti socialiste accuse Ramayad de dérapage et menace de porter plainte. La secrétaire d'État, candidate en 3e position dans la ville de Colombes, a déclaré que la gauche s'en était prise à elle parce qu'elle était noire. Elle faisait allusion à une visite à un campement de squatteurs à Aubervilliers en septembre dernier. La déclaration a été filmée, diffusée sur Internet. Ramayad qui pour l'instant ne fait aucun commentaire. Et puis c'est décidément la journée des polémiques. Dans une interview au magazine VSD, la directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy, Emmanuelle Mignon, estime qu'en France, les sectes sont un non-problème et qu'on peut s'interroger sur la menace que peut représenter par exemple l'église de Scientologie. Des propos jugés infiniment troublants par François Bayrou et qui provoquent aussi un tollé à gauche. Emmanuelle Mignon dément avoir prononcé ces mots. Elle indique qu'elle avait été interrogée de manière informelle. Un député maire qui touche des allocations chômage. L'affaire fait désordre à l'heure où l'on cherche à réduire les déficits. Elle a été révélée par le Canard enchaîné. Il s'agit de Gérard Gaudron, élu à Aulnay-sous-Bois. Ce dernier reconnaît les faits, évoque une négligence et va tout rembourser. Arnaud Boutet, Marie Cazot. Il pratique les cumuls, celui des mandats, mais aussi celui, plus lucratif, des indemnités. À Aulnay-sous-Bois, l'UMP Gérard Gaudron, député maire et chômeur, touche 8 300 € comme maire et parlementaire, plus 1 500 d'allocations chômage. Mais voilà, un député ne peut toucher d'indemnité chômage. Alors, première étape ce matin, le mea culpa. Je pense que j'ai plus négligé mes affaires personnelles que mon travail d'élu. Et croyez-moi qu'aujourd'hui, je le regrette bien. Gérard Gaudron se dit honnête et étourdi. Il se défend avec 2 lettres dans lesquelles il avait demandé à être radié. Mais la Sédic a poursuivi les versements. Dans la rue, l'affaire révélée par le Canard enchaîné
ne laisse personne indifférent. C'est une honte, je trouve. Que le maire touche des acédiques, franchement, une catastrophe. L'ACEDIC aurait dû intervenir. C'est à eux de faire ce travail-là aussi. L'ACEDIC intervient enfin dans l'après-midi. Par un communiqué, l'organisme reconnaît sa faute. Des douanes, Gérard Gaudron. Monsieur le maire convoque la presse et tente encore de s'expliquer. Les gens qui sont au chômage, qui se disent mais ce type, il touche 1500 € par mois auquel il n'a pas droit. Ben oui, c'est vrai qu'ils sont arrivés sur mon compte, mais je ne les ai pas touchés. Touché, pas touché, mais ça y est, cette fois, c'est remboursé. J'ai considéré à tort que ma situation... J'ai renvoyé un chèque, quoi. C'était dans les 11 000 €. Voilà. À l'Assemblée nationale, le député Gaudron participe pourtant à la commission d'enquête sur les fraudes aux prestations sociales. Mais pour ce maire, candidat à sa succession, l'affaire tombe mal. Malgré le remboursement, la fin de campagne municipale pourrait devenir compliquée. Voilà pour ce chapitre politique. Notez que le Premier ministre François Fillon sera notre invité demain dans ce journal. En bref, c'est Alain de Pouzillac qui a été finalement nommé par Nicolas Sarkozy pour présider la future entité France Monde qui regroupera RFI, TV5 Monde et France 24. La directrice générale sera Christine Ockrent, journaliste et épouse à la ville du ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner. L'actualité à l'étranger, 10 victoires d'affilée pour Barack Obama qui l'a encore emporté dans le Wisconsin et à Hawaï face à Hillary Clinton avec toujours son mot d'ordre du changement et son talent d'orateur. Il creuse l'écart et l'idée que l'Amérique pourrait se doter d'un président noir n'a plus rien d'improbable. Rappelons que Barack Obama est né de l'union d'une adolescente blanche du Midwest et d'un étudiant kényan il y a 46 ans. C'est là-bas, au Kenya, que vit une partie de sa famille. Elle suit bien sûr de très près son ascension. Jérôme Bermin. Au bout de cette piste, en pleine campagne kenyane, se trouvent les racines de Barack Obama. Nyangoma, le village où son père est né et a grandi, et où sa grand-mère, Mama Obama, 87 ans, vit toujours. J'ai une bonne vie ici et je prie pour que Barack devienne président. Il pourra alors apporter plus de développement au Kenya, mais aussi aux États-Unis. Obama n'avait que 2 ans quand ses parents se sont séparés, mais il est resté en contact avec son père kényan et sa grand-mère. Elle exigeait que tous ses bulletins de notes lui soient envoyés. Son petit-fils, lui, n'est venu que 2 fois ici, la première en 87, à 26 ans, pour se recueillir sur la tombe de son père, la seconde en 2006. Il m'a dit, juste ici, devant cette maison, je veux devenir président. Alors j'ai ri, je lui ai dit, mais tu viens à peine d'être élu sénateur. Ce petit-fils d'Amérique est une source de fierté pour le village tout entier. L'école porte maintenant son nom. Et lors de chaque primaire, Mama Obama veille toute la nuit, l'oreille vissée sur sa radio, en attendant les résultats. Côté républicain, John McCain conforte son avance et semble déjà considérer d'ailleurs Barack Obama comme son futur adversaire. Il critique, je cite, un discours éloquent mais creux. À Cuba, les dissidents sont partagés entre espoir et scepticisme après l'annonce de la retraite de Fidel Castro. Voici le premier reportage de notre envoyé spécial, Christian Autin, à La Havane. Il vient de nous parvenir. Au lendemain de l'annonce de son retrait définitif, Fidel Castro fait encore la une de Gramma, l'organe officiel cubain. Ici, la nouvelle n'a pas surpris. Depuis 18 mois, les Cubains ont eu le temps de s'habituer à l'absence du leader Maximo. On salue ici la décision du commandant en chef d'avoir quitté le pouvoir volontairement. Fidel Castro est un leader qui a su dire au bon moment, de son vivant, je ne suis plus en mesure de diriger ce pays. Mais quand on demande ce qui va changer dimanche prochain avec l'élection du successeur de Fidel Castro, certains ne se font guère d'illusions. Le système va changer petit à petit, mais avec les mêmes idées, le même socialisme. Un avis qui n'est pas partagé par tout le monde. Devant une caméra étrangère, certains Cubains n'hésitent plus aujourd'hui à souhaiter une évolution du régime qu'ils jugent nécessaire, mais sans rejeter le socialisme. Il nous faut améliorer le système, améliorer notre socialisme, mais pas devenir capitaliste. C'est dimanche prochain qu'on connaîtra le successeur de Fidel Castro. Selon toute vraisemblance, c'est Raúl Castro, actuel président par intérim, qui devrait lui succéder. En tout état de cause, celui-ci devra s'atteler à réformer le pays pour remettre à flot l'économie.
À l'étranger encore, la Belgique, stupéfaite, découvre un nouveau scandale de pédophilie. Un célèbre avocat, figure nationale, qui avait notamment défendu les parents de Julie et Mélissa, victimes de Marc Dutroux, est lui-même soupçonné. Il vient d'être mis en examen pour détention de photos et de films à caractère pornographique enfantin. François Baudonnet, Frédéric Furnémont. L'affaire ne cesse de prendre de l'ampleur. De Victor Issel. Depuis 48 heures, toute la presse belge va de découvertes en révélations, car l'homme est ici un symbole. À caractère pédopornographique. Victor Issel était bien plus que l'avocat des parents de Julie et Mélissa. Il était leur porte-voix, celui qui dénonçait à longueur d'interview l'existence de réseaux pédophiles. Aux obsèques des deux fillettes, devant une Belgique effondrée, il avait même lu un poème. À nouveau demain, tous nos enfants sourient et renaîtront toujours. Julie et Mélissa. 12 ans plus tard, c'est donc la douche froide. L'ancien chevalier blanc est mis en examen dans le cadre d'un réseau mondial d'images pédophiles. Devant les enquêteurs, il a reconnu les faits, mais pas devant la presse. Vous niez toute infraction. Voilà, c'est bien ça, oui. Et les Belges, eux, s'insurgent. C'est tout simplement révoltant dans tous les sens du cas, mais de lui, c'est encore plus choquant. C'est inadmissible. Mais déjà, bon, on est malade, d'accord, mais là, c'est une très très belle manipulation. Ce soir, les médias belges affirment que Victor Issel est un homme détruit par cette affaire. Mais ce sont surtout les Belges eux-mêmes qui sont affectés. Ils ont le sentiment de ne plus pouvoir faire confiance à personne. Retour en France avec un rapport du Crédoc sur les moyens de redonner sa place au petit commerce. Il comporte une trentaine de propositions. Lorsqu'on évoque le sujet, on pense aux campagnes, mais les grandes villes sont aussi concernées et même les quartiers et les avenues les plus réputés. Exemple, les Champs-Élysées à Paris. Les boulangeries ont disparu, l'alimentation aussi. La dernière pharmacie vient de fermer ses portes. Les enseignes de luxe dévorent tout l'espace. Romain Messi, Hervé Pozzo. Ils en rêvent tous, mais il devient de plus en plus difficile de s'offrir une place sur les Champs-Élysées. Cette pharmacie est le dernier commerce victime de l'explosion des loyers sur les champs. Son propriétaire refusait de payer plus de 20 000 € par mois. Il a été expulsé par son bailleur. À quelques mètres, la dernière poste de l'avenue va fermer elle aussi. Le loyer a été multiplié par 7. Même sentence enfin pour cette sandwicherie. Son patron regrette le nouveau visage des Champs-Élysées. Les petits commerces disparaissent petit à petit, et il ne faudrait surtout pas que les Champs-Élysées deviennent une deuxième, cinquième avenue comme à New York, où on a beaucoup de grandes surfaces et donc les petits commerces ne sont plus existants. En un demi-siècle, la plus belle avenue du monde, vitrine de Paris, s'est transformée. Les petites boutiques, les cafés de quartier et même les habitants ont laissé la place aux grandes enseignes de luxe. Pour les salariés, il devient aujourd'hui difficile de déjeuner. Donc on va devoir peut-être manger aux Fouquettes ou à la Durée, mais bon, il faut avoir les moyens. Je ne sais pas si tout le monde peut se permettre. Les Champs-Élysées sont aujourd'hui la troisième artère la plus chère au monde. 7 300 € le mètre carré par an en moyenne. Parfois même 10 000 € comme pour McDonald's, le géant américain pourrait plier bagages. Du côté des gérants immobiliers, on justifie la hausse des loyers par la notoriété exceptionnelle des champs. C'est nécessairement l'emplacement pour toutes les enseignes en France qui rapporte le plus de chiffre d'affaires au mètre carré. C'est encore une fois cette notion de 100 millions de visiteurs qui sont 100 millions de clients potentiels qui se déplacent chaque année. Un formidable attrait pour les géants de l'habillement. Après Zara ou Nike, H&M souhaite ouvrir ici une boutique de 3000 mètres carrés. Quand les petits commerces désertent les Champs-Élysées, d'autres sont prêts à casser leur tirelire. La santé avec un décret pour mieux encadrer la vogue du piercing. Il faut savoir que dans 1 ou 2 cas sur 10, il y a des complications, souvent bénignes, parfois plus graves. Le texte fixe des conditions d'hygiène minimum. Il réaffirme aussi que le piercing est interdit aux mineurs sans consentement écrit des parents. Jusqu'à présent, le plus grand flou régnait avec des pratiques parfois contestées. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Florence Bouquilla, Thomas Donzel. Il a fait son trou en France au milieu des années 90. Le piercing. À la langue, à l'oreille, au nombril, la mode de la rue, la mode des stars, mais un piercing, ça sert à quoi? C'est pour jouer avec, c'est pour faire comme ça, je sais pas. Un piercing vite fait et pas cher, c'est aussi ce que cherchent ces jeunes filles. Elles sont filmées avec leur accord en caméra cachée. 2 d'entre elles sont mineures, il leur faudrait une autorisation écrite de leurs parents.
Mais le perceur qu'elle déniche, installé dans une vieille camionnette, ne s'intéresse pas à l'orage. On cherche un endroit moins cher mais assez propre. Et on nous a dit oui, ici... Moi j'ai l'autoclave quand même. Un autoclave, voilà qui est rassurant car cet appareil stérilise les instruments. Un jeune client demande comment il doit nettoyer son piercing. Et une fois qu'on a le piercing, alors qu'est-ce qu'il y a en nous? Il faut qu'on fasse quelque chose ou qu'on... Oh bah il y a un soin, un coton-tige... La réponse est laconique. L'une des jeunes filles prétend vouloir un piercing à la langue. L'homme marque la langue avec son stylo. Brutalement, coupure de courant. L'autoclave, branchée sur générateur, s'arrête donc, ce qui ne semble pas inquiéter le perceur. Devant nous, maintenant, une vraie cliente. Elle veut un piercing au nombril. Ici, c'est 30 € seulement, au lieu de 80 ailleurs. Toujours aucune question sur son âge. Le perceur porte des gants, mais pour essuyer le sang, il utilise de simples cotons-tiges non stériles. Ce qui compte, selon lui, c'est sa longue expérience. Quand j'ai démarré, je remplissais des bacs comme ça d'aiguilles. Oh là là! Plus de 100 piercings par week-end et ça durait des années. Avec le nouveau décret, ce genre de perceur à la sauvette devrait disparaître. Et avec lui, peut-être aussi des ratés, infections bactériennes ou même infections virales. Ce qui est le plus en vue, c'est le risque lié au VIH, le virus du sida. Et le plus fréquent, par contre, qui est peut-être moins connu, c'est le risque lié aux hépatites, notamment aux hépatites virales C et B, qui, même si elles ont aujourd'hui un traitement amélioré, sont encore un risque important d'évolution vers des cirrhoses et des cancers. Dorénavant, chaque perceur devra suivre une formation appropriée aux règles d'hygiène et de salubrité, utiliser du matériel médical stérile ou stérilisé et donner des conseils d'hygiène essentiels à chaque client. Ce que font déjà ceux qui travaillent consciencieusement, exemple de conseils pendant plusieurs semaines après un piercing de la langue. Il faut éviter de mettre les doigts dans la bouche, il ne faut pas se ronger les ongles, il ne faut pas mâchouiller de stylo, pas de bisous, pas de jeu de langue. Il faut éviter l'alcool, il faut éviter le tabac. Donc il faudra faire des bains de bouche après chaque repas, 2 ou 3 fois par jour, avec un produit antiseptique sans alcool et bien dilué avec de l'eau. 100 000 piercings seraient réalisés chaque année en France et il y aurait entre 800 et 1500 perceurs. Dorénavant, ils devront respecter les nouvelles règles, sinon ils paieront 1500 € d'amende et verront leur matériel confisqué. L'environnement, un accord a été signé aujourd'hui entre le gouvernement et les professionnels du pneu. Depuis 3 ans, le recyclage est bien organisé, mais il reste en France une 60aine de décharges sauvages, des pneus abandonnés en grande quantité et souvent en pleine nature. Gilles Marinet, Mathieu Drejoux. Pour prendre la mesure du problème, il faut d'abord escalader. Ensuite, le panorama est exceptionnel. Au moins 1800 tonnes de pneus laissés là, en pleine nature, au cœur d'un parc naturel régional. Dans cette campagne de Seine-Maritime, plusieurs dépôts sauvages totalisent 3500 tonnes. Des amas peu esthétiques et surtout dangereux en cas d'incendie. En été, ça prend facilement et par contre c'est très difficile à éteindre. Et ça fait des fumées très toxiques pendant plusieurs jours. Il existe 61 décharges de ce type en France, vestige d'une époque où des entreprises de recyclage de pneus n'hésitaient pas à abandonner des stocks en cas de problème. Tout cela part de la création d'une société donc, qui devait avoir, dans le cadre de son activité, un stock très limité et qui a explosé en quantité et qui a escroqué les personnes qui lui ont loué les terrains. L'accord signé aujourd'hui permettra de se débarrasser enfin de 80 000 tonnes disséminées sur le territoire. Elles seront traitées par une filière qui, depuis 2004 en France, est chargée du sort des pneus usagés. Tous ces pneus qu'on voit là derrière nous vont être transformés, ça va devenir autre chose. Tous ces pneus vont devenir effectivement autre chose. Aujourd'hui, sur le site où on est, c'est un site où on confie à peu près 17 000 tonnes par an de pneumatiques. L'idéal serait de refaire des pneus avec des pneus, mais c'est techniquement impossible. Par contre, 75% de la matière est récupérable, transformable en granulés que nous retrouverons dans notre vie quotidienne. Ça va nous permettre de fabriquer des produits de type aire de jeu, des petites briquettes, ou alors après terrain de sport, terrain d'athlétisme, terrain de tennis. Créée par les professionnels du pneu, la filière de recyclage a traité l'an dernier 350 000 tonnes et cela grâce à une taxe de 1,60 € prélevée sur chaque pneu vendu.
On en vient maintenant à une pratique culturelle qui réunit les générations de façon assez inattendue. Il s'agit du slam. En clair, de la poésie à l'oral, sorte de concours de mots et d'éloquence. L'une de nos équipes a suivi celui qu'on appelle Grand Corps Malade, dont le succès public est immense, vous le connaissez sans doute. Chaque semaine, il anime un atelier à Saint-Denis, près de Paris. Le résultat, vous allez le voir, est un petit miracle. Reportage Olivier Lenouza, Mathieu Bierden. Passage des écoles, un nom prédestiné. Il rêvait d'être prof de gym, il est devenu numéro 1 des ventes de disques. Un enfant de Saint-Denis, consacré par 2 victoires de la musique. Le maître du slam. C'était sur une grande route, je marchais là depuis des jours, voire des semaines ou des mois. Nous parle de ses élèves. Maëva, ça doit être la plus jeune, elle a 11 ans. Et puis notre doyenne, c'est Eliane, elle doit avoir 84 ans. Bonjour Fabien. Marthe, de retour. Ça va? Content de te revoir. Ça va Fabien? De vous revoir. Très bien. Denise. Bonjour. Ça va? Ben oui, intérêt, hein. Pendant 2 heures, ils vont slammer. Je dis ce que j'écris, je revis, c'est la vie. J'ai découvert le slam, puis slam mélodie, je vous le disais. Imprégné d'une saveur slam, il est celui qui nous enflamme. Slam, je le dédicace à tous les handicapés du monde entier. Depuis 18 mois, ils se retrouvent une fois par semaine. Quand je bande. Non, dit-il, ne chante plus celle-là. Parce que la poésie, c'est mon sang, c'est ma vie. Le journal intime, on le garde pour soi, et le slam, on le partage avec les autres. Moi, j'ai rajeuni, hein, j'ai un certain nombre d'années, et je me retrouve avec 20 ou 30 ans de moi, en parlant avec les jeunes. C'est écrit, on slame en binôme, et après Maëva, elle doit te répondre. Thème improvisé, mots libres, figures imposées. Exactement, le 5 pieds, on est obligé de sélectionner. Une seule obligation, retomber sur ses pieds. Tu peux essayer de faire comme un début de phrase, et à la limite, c'est à Rudy de compléter, tu vois ce que je veux dire? Ils sont violents à côté, hein. À l'origine, je n'étais pas du tout littéraire, pas du tout. Et quand je vois ce que j'arrive à écrire, hein, tout ça grâce à Fabien, parce que moi, je me reconnais pas, hein. Faut pas démolir. Un si beau travail. Si bien commencé. Avec des détails. Si bien énoncé. Vos amis, ils ont quel âge? À peu près mon âge. Un peu plus, un peu plus. Et vous aviez des amis de plus de 60 ans? Comme ma grand-mère. Et maintenant? Ouais, maintenant j'en ai plein, ouais. Toi, moi, on s'allie. J'aime bien juste, même au-delà des textes, pouvoir discuter avec des anciennes de Saint-Denis, avec des petits jeunes de Saint-Denis. Voilà, c'est juste un moment humain qui est agréable, donc j'ai pas envie de me couper de ça, ça me fait du bien, quoi. Cela se passait dans une résidence pour personnes âgées. La vie suit son cours magistral, une leçon de vie à apprendre par cœur. Que la vie est belle. Quand elle est en rime. Rime du 93. Pour toucher les cimes. Et se mettre à l'aise. Et se mettre à nu. Voilà, c'est parfois aussi simple que ça. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Plus de mathématiques, plus de français à l'école primaire. Xavier Darcos a présenté les nouveaux programmes pour la rentrée 2008 qui font aussi une place au principe de la morale et au symbole de la République, drapeau, devise et marseillaise. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko, 20h50. Pas tout de suite, un téléfilm inédit avec Bernard Lecoq. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.